Bon, mes camarades, comme le veut la tradition, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Générale des Fonctionnaires et de FO Fonction Publique. Là, je le répète toujours, vous le savez, FO Fonction Publique, c'est l'État, c'est la fonction publique territoriale et c'est la fonction publique hospitalière. Et de manière quand même régulière, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, évidemment, concernent les trois versants de la fonction publique. Il y a une semaine, on a rencontré le ministre de la fonction publique, Marc Angeli, et pour détendre un peu l'atmosphère, c'était une rencontre délirante. C'est-à-dire qu'on l'a rencontré le soir où tous les partis politiques allaient annoncer qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement Bayrou. Donc ça, c'était la veille. Donc nous, on arrive le lendemain matin, en délégation, avec mes camarades territoriaux hospitaliers. On rentre dans le ministère, on se fait installer, comme d'habitude, dans la salle d'attente. Et là, il arrive et il dit « Ah ben, vous êtes venus ?» Le ministre, quand même, qui nous a convoqués, qui nous demande pourquoi on est venu, quoi. Et qui nous dit, je suis surpris parce que comme on est en train de faire les cartons, puisque les partis d'opposition vont voter contre la confiance au gouvernement, je ne pensais pas que vous viendrez. Alors là, voilà, le type, il était déjà parti ailleurs. Et il nous confirme quand même un truc très intéressant, c'est pour ça qu'on n'aura pas de regret sur le fait que le gouvernement ait sauté. Il nous dit, d'abord, je voudrais, Monsieur Grelier, que vous disiez à tous les fonctionnaires, alors je vous le dis, parce que le ministre me l'a dit, que j'aime les fonctionnaires. Voilà, donc le ministre Marc Angeli aime les fonctionnaires, les contractuels aussi, et les ouvriers de l'État aussi. Voilà. Et il me dit, il nous dit, bon par contre, alors j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai perdu tous les arbitrages. Ah bah lui, super. Ça va nous aider, quoi. Je rappelle quand même que... Parce que lui, il dit, j'aime les fonctionnaires, et vous avez vu, j'ai pas fait pire que Kasbarian. Ben si, il a fait pire que Kasbarian, parce que lui, il a rajouté la suppression de la JIPA, que Kasbarian avait essayé de supprimer, mais Barnier et son gouvernement avaient sauté avant, et il a rajouté la réduction de 10% de la rémunération quand on est en congé maladie ordinaire. Donc je lui ai dit, si on compare ce que vous avez mis en place et vos prédécesseurs, c'est pire. Parce qu'il y a le gel du point d'indice qui est maintenu, il y a la grille indiciaire qui est toujours gelée, etc., etc. Et en plus, Bayrou avait rajouté pour 2026, on verra ce qu'il sera du futur projet de loi de finances, parce que celui-là n'a plus de sens, évidemment, avait rajouté la suppression d'un fonctionnaire sur 3 pour les années à venir. Comme si ça ne suffisait pas, en plus de ne pas être payé, etc., et de ne pas avoir de carrière. Donc il nous dit, j'ai perdu tous les arbitrages, sauf un. On s'est dit déjà, moi je ne représenterais pas les choses comme ça si j'étais un homme politique. Je dirais, j'ai gagné un arbitrage. Alors nous, on attendait un arbitrage, vous savez, c'était la prise en compte des congés de maladie ordinaire pour les femmes qui sont enceintes avant la période de congé pathologique ou de congé maternité. Ben là, je vous rassure, il a perdu aussi. Il nous a dit qu'on avait deux options. Soit on enlevait la règle des 10%, donc quand elles étaient en congé maladie ordinaire, c'est-à-dire à cause de la situation de grossesse et avant le congé pathologique et maternité, elles n'avaient pas l'abattement de 10%. Où il nous dit on avait pensé à une deuxième option parce que ça ne plaisait pas à Bercy, c'était de leur rajouter 7 jours supplémentaires aux 4 semaines de congé pathologique. Je dis alors, j'ai perdu les deux arbitrages. Alors nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'il a gagné? Et là, c'est parce que Fred en a parlé, donc je vous dis ce qu'il a gagné, il nous dit on vient de faire le bilan de la rupture conventionnelle. Je rappelle qu'on a démarré la rupture conventionnelle à titre expérimental en 2020 et qu'elle arrête au 31 décembre 2025, l'expérimentation. Et il nous dit, c'est un succès. Alors lui, donc pour vous, un succès, c'est que les agents quittent la fonction publique, quoi. Parce que c'est ça, quand même, la rupture conventionnelle. Mais je vais vous donner les vrais chiffres, parce que je les ai donnés hier au bureau fédéral, c'est quand même l'arnaque du siècle, ce truc-là. Alors, on va voir si vous suivez, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de matheux ici. 4000, alors je parle que de la fonction publique de l'État parce que les chiffres à la territoriale et l'hospitalière, ça n'a aucune valeur, les statistiques sont trop faibles. 4913 demandes, 5786 accordées. Ça ne s'invente pas. Alors, je rassure, à la fonction publique, ils ne sont pas fous, hein, mais je vous explique comment. Alors, parce qu'ils font les statistiques comme ça les arrange. 4913 demandes, c'est hors demande de l'éducation nationale. Parce qu'on ne sait pas combien de demandes ont été effectuées à l'éducation nationale.
Et quand on dit 5786 accordés, là par contre on sait ce qui est accordé à l'éducation nationale. Et le pire, c'est qu'on sait combien ont été accordés à l'éducation nationale. Et sur les 5786 total, il y a eu 3984 pour l'éducation nationale. C'est-à-dire que si je sors l'éducation nationale, ce qui est beaucoup, bon, il y a 1 million d'agents, ce qui est pas mal, si on sort l'éducation nationale, tout ministère confondu, dont le vôtre, ça fait qu'il n'y a eu que 1802 ruptures conventionnelles accordées. Sur 5 ans, oui, depuis l'expérimentation de 2020. Et le gars, il nous dit, c'est un succès. Et la seule chose qu'il propose pour 2026 dans le PLF, c'est de pérenniser le dispositif de rupture conventionnelle en espérant qu'il y aura bien sûr de plus en plus de demandes pour que les gens se cassent, évidemment, qu'il n'ait pas à les payer. Mais on oublie aussi que s'il y en a qui n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche, la première raison parfois c'est que c'est refusé par l'employeur, parce qu'il faut rappeler que c'est l'employeur qui doit être d'accord aussi. Et la deuxième, souvent, c'est parce qu'évidemment, ce qui était proposé dans la fourchette de rémunération, c'est la fourchette la plus basse. Et là, évidemment, il y a des agents qui arrêtent la démarche et qui disent « je ne pars pas si on ne me file pas le maximum de l'indemnité auquel j'ai droit ou à laquelle j'ai droit ». Voilà, donc c'est ça la seule proposition du gouvernement Bayrou. Alors bien sûr, on parle un peu au passé. Sur les rémunérations, les carrières, etc., nous avons produit ce magnifique document que vous avez tous forcément et que vous avez tous lu. J'adore ce genre de succès. Qui fait un constat de ce qui s'est passé depuis pratiquement 2000 et qui porte bien sûr les revendications de FO. Et vous le verrez si vous le lisez, puis je crois qu'on le diffusera tout à l'heure. Il y a vraiment de quoi se dire que personne ne peut plus parler de l'attractivité de l'emploi public, qu'on arrête de nous dire de l'attractivité. Quand vous pensez qu'en catégorie C, un agent au premier grade, 11 échelons, 19 ans de carrière, et au bout de 19 ans, il y a 100 € bruts d'écart sur la fiche de paye à la fin du mois, c'est pas possible. Un catégorie B au premier grade, qui après 10 ans de carrière au 5e échelon, touche 17 € de plus. 17 € de plus par mois en catégorie B au bout de 10 ans au premier grade. Et je ne parle pas de la catégorie A qui démarre à peine au-dessus du SMIC. Forcément que personne ne va entrer dans la fonction publique. Pire, on essaie même de contourner. On essaie de créer des emplois de contractuels qui sont des quasi-statuts correspondant à des emplois de fonctionnaires pour essayer de mieux les payer parce que l'employeur sent bien qu'il a du mal à trouver de l'attractivité et on va chercher des contractuels, on les paye mieux, comme ça on les sort du statut. Et ça fait concurrence en plus sur des missions similaires avec des fonctionnaires qui font la même mission. On le voit notamment dans les corps techniques, assez souvent. Bon, donc évidemment, l'attractivité de l'emploi public, on ne peut pas en parler quand on voit tout ça. Donc on va porter ce cahier rémunération, bien sûr, qui était incompatible avec le PLF 2026 que proposait Bayrou. Je ne dis pas que ce sera mieux après, mais nous verrons. Hein. Chaque jour suffit sa peine, et si on arrive à faire mieux, on essaiera de faire mieux. Troisième sujet, l'égalité pro. Je rappelle que nous sommes attachés, d'ailleurs le dossier rémunération parle des différences de salaire entre les hommes et les femmes, nous sommes attachés bien sûr à l'égalité professionnelle. Et alors ce ministre-là, ce sympathique Marc Angeli qui aime les fonctionnaires, il nous a proposé de signer un accord de méthode, parce que vous savez maintenant c'est tellement techno la fonction publique, c'est qu'on ne commence pas à négocier et faire un accord à la fin, on fait d'abord un accord de méthode au début pour savoir de quoi on va parler ensuite. Donc là il fallait signer l'accord de méthode, et il a peur de rien, Marc Angeli. Il nous dit on n'a qu'à signer l'accord de méthode le 8, hier. Le mec, il nous dit on signe un accord de méthode. On lui dit attendez, c'est un petit peu compliqué parce que aussi bien suivant l'heure à laquelle on signe, vous ne serez plus ministre. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, peut-être qu'ils me remettront, il nous a dit comme ça. Peut-être qu'ils me reconduiront dans le nouveau gouvernement comme ministre. J'ai dit, vous savez, c'est très rare que vous soyez reconduit, tant mieux pour vous, mais c'est très rare qu'on reconduise sur le même poste. Surtout qu'il n'avait aucun projet. Donc, il lui dit, vous voulez qu'on signe un accord sur l'égalité pro, alors que vous n'avez pas été foutu d'obtenir qu'il n'y ait pas d'abattement de 10% pour les femmes qui sont en congé maladie ordinaire quand elles sont en situation de grossesse. Et que vous nous dites que vous allez geler le point d'indice, qu'il n'y aura pas d'amélioration de la grille indiciaire, même pour les corps féminisés, etc., etc. Mes camarades, on n'a pas signé. Et le pire, c'est qu'ils ont tous signé. La CGT, hier, a signé. Comment la CGT, qui appelle à la mobilisation le 10 et le 18 septembre, peut signer un accord et marquer le ministre, Marc Angeli, et sachant que le mec, 1 heure après, il n'est plus là, quoi. C'est incompréhensible. Solidaire a signé aussi. Sud Solidaire qui appelle au 10 et au 18 qui signe un accord avec un ministre quasiment démissionnaire. Bon, CFDT UNSA, c'est normal. Il n'y a pas de sujet. CGC, c'est pareil.
Bon. Mais les autres, c'est quand même... La FSU a signé aussi. Donc on est les seuls, je vous le dis, on est les seuls à ne pas signer, mais on le vit très très bien. Ah, je précise avec le mandat du bureau fédéral, évidemment. Il y avait une tribune proposée par la FSU pour dire stop à l'austérité pour les femmes. C'est donc fort la FSU quand même. Il signe un accord de méthode avec un ministre qui est démissionnaire et qui n'a pas une thune pour le congé maladie ordinaire et pour les femmes enceintes, et en même temps fait une tribune pour dire l'austérité, c'est pas bon pour les femmes. Donc Fred vous avait envoyé le projet de texte vendredi soir, on a fait quelques projets d'amendement, et puis il s'avère que apparemment la Confédération ne signera pas non plus ce projet, puisqu'en plus la FSU maintenant a rajouté à cet accord intersyndical des associations féministes, etc. Et ça devient un truc de folie aussi. On a l'impression que tout le monde est perdu, mes camarades. Et donc j'espère que ça nous permettra de gagner les élections, qu'on reste premier. Je rappelle qu'on est premier depuis que les élections existent dans la fonction publique, 2010. J'espère qu'on gardera la deuxième place sur les 3 versants. Si on pouvait prendre la première place sur les 3 versants, tant mieux, mais à la territoriale, on a quand même un petit peu de retard sur la CGT. Et bien sûr, j'espère bien qu'à la défense, on sera premier. Parce que d'abord, 1, c'est la place qu'on mérite, et 2, vous êtes là pour ça, et on est certain que ça va bien se passer. La PSC, la protection sociale complémentaire. Non, mais quand on a signé l'accord interministériel avec le mandat du bureau fédéral, il y avait plusieurs motivations à la signature de cet accord. La première, c'était qu'on avait réussi à maintenir dans l'accord les retraités. Camarades, quand on est dans le privé, quand on est parti à la retraite de sa boîte, on n'a plus accès à la mutuelle de l'entreprise. C'est comme ça. À part des très grands groupes, évidemment, style Total ou autre. Mais sinon, on n'y a plus accès, et donc on va chercher une mutuelle dans le privé, etc. Nous, on a dit, hors de question, aujourd'hui, avant la réforme, dans la phase de référencement, les actifs et les retraités étaient ensemble, on veut qu'ils restent ensemble. On l'a obtenu. C'est pas toujours évident, même chez les actifs, hein. Dire à un jeune qui va payer plus cher parce qu'il y a des retraités dans le contrat groupe, nous, à la Fédé, on a entendu des trucs de fou. Hein. On a entendu des jeunes dire pourquoi on paye pour les vieux. On a dit parce qu'un jour, tu seras vieux. Peut-être. D'accord, c'est sûr, on te le souhaite même. Bon, évidemment, un jeune de moins de 30 ans qui est en pleine forme, qui est très peu consommateur de soins, il se dit je paye plus cher parce qu'effectivement, dans ma cotisation, j'ai une mutualisation du risque avec les retraités. On a signé pour ça. La deuxième raison pour laquelle on a signé, c'est qu'on défendait un système mutualiste. Voilà. Pas à but lucratif avec les assurances. Et la troisième raison, c'était qu'on avait dit, puisque, et ça avait été un sujet quand même assez dur en interne, puisque vous avez une obligation d'adhérer pour les agents, puisque le gouvernement impose aux agents d'adhérer à une complémentaire santé, l'argent des agents, c'est les syndicats qui vérifient ce qu'on fait avec. Et on avait dit, on veut une commission paritaire de pilotage pour être sûr du coût, des dépenses, de la visibilité sur les contrats, etc. Bien. On peut considérer que sur les retraités, le mandat a été tenu, puisque dans tous les ministères, dans les négociations, on a laissé les retraités évidemment dans le contrat groupe, hein, et ça s'est plutôt bien passé. Là où ça s'est mal passé, c'est la défense du système mutualiste. Parce que mes camarades, ça a commencé fort. Le premier ministère qui a attaqué, son secrétaire général est en face de moi, c'est le ministère de l'écologie. Le ministère de l'écologie qui était à la MGEN, avant la MGEN qui était à la MGET, qui était la mutuelle générale de l'équipement et des territoires, et de seul coup, qui est-ce qui est choisi? Alan. Alan qui est d'abord un opérateur de l'intelligence artificielle, et qui a plusieurs entités, et qui se lance dans le médical. Donc, ça veut dire qu'on parle d'intelligence artificielle, ben, pas d'agence, pas de locaux physiques, voilà, c'est du robot, et exceptionnellement, effectivement, quelques conseillers téléphoniques si vous avez besoin d'aide. Le deuxième ministère qui fait son choix, tout petit ministère, mais qui n'a pas une valeur que symbolique, c'est les services du Premier ministre. Qui choisissent qui? Alan. Le troisième qui choisit, c'est l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est pas anodin l'Assemblée nationale. Qui choisissent qui? Alan. Putain, il y en a 3 qui suivent, quoi. Pourtant, Alan, il n'y a que 4 lettres, hein, c'est pas compliqué à se rappeler, quoi. Alan, me rendez compte, c'est énorme, quoi. Et ça va se poursuivre comme ça, avec le ministère de l'économie et des finances, où là on passe sur un ministère, vous m'excuserez de vous dire que le vôtre est petit, je parle des personnels civils évidemment, et là on passe sur un ministère qui est beaucoup plus gros, 300 000 agents, ministère de l'économie et des finances, qui avait de manière historique la MGFI, qui était la mutuelle générale des finances, qui couvrait la santé, la prévoyance, et encore dans ce ministère, c'était le seul, la dépendance.
Eh bien, qui c'est qui est choisi? Ah, putain. Ah, il faut que j'en trouve un cinquième, c'est ça? Bon, après on attend les deux autres gros ministères, l'éducation nationale, où historiquement c'était la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN, et qui c'est qui est choisi? Ben non, la MGEN, putain, ça m'étonne. Heureusement la MGEN. Non mais je vous dis heureusement pourquoi? Parce que vous voyez la boîte que c'est, quand on couvre 1 million d'agents et les familles, c'est presque 4 millions. Si la MGEN n'avait pas été choisie, on avait un nombre de salariés, ce qui était le cas pour d'autres mutuelles comme la MGFI, un nombre de salariés qui se trouvaient à la porte, quoi. Donc là, on a sauvé quelque part le système mutualiste. Et tout récemment, gros ministère aussi, parce qu'il y a des flics, ministère de l'Intérieur, où ce qui a été choisi, c'est la MGP, Mutuelle Générale de la Police, qui s'est d'ailleurs pacsée avec la MGEN pour être en capacité de répondre aux opérateurs, etc. Vous avez eu un opérateur mutualisé, enfin des opérateurs mutualisés. Et vous avez rencontré un autre problème qui explique aussi pourquoi vous avez retiré à juste titre votre signature, comme la Fédération de l'écologie FO, la FETS, a retiré sa signature de l'accord écologie. Ça a été l'augmentation des prestations et du coût surtout pour les ayants droit. C'est pas possible. On est en train de nous expliquer que parce qu'il y aura une adhésion obligatoire dans un contrat groupe, grâce au volume des adhésions, on va diminuer le coût et donc faire des économies, y compris avec la participation employeur, et puis de ce coup, on rentre les ayants droit, conjoints et enfants, et ça nous coûte 3 fois plus cher, malgré la participation de l'employeur. Et ça, vous savez, ça vient d'un problème qu'on appelle la fidélisation. C'est quoi la fidélisation? C'est le taux d'adhésion avant le passage au contrat groupe. Si vous prenez le ministère de l'économie et des finances, avant que la MGFI perde le marché, à la MGFI, vous aviez 85% de l'effectif qui adhérait à la mutuelle. Donc c'est très simple, ça veut dire que vous savez combien va vous coûter, dans le cadre de l'adhésion obligatoire, le passage à 10% de plus, parce qu'il y a toujours quelques dérogations, etc., etc. Quand vous savez couvrir 85% de l'effectif, vous savez tout couvrir 95%. Vous, dans votre ministère, Mathéo me corrigera si je fais une erreur, vous étiez à un taux de fidélisation autour de 15%. Parce que les camarades, ils allaient adhérer ailleurs, c'est leur problème. Parce que le taux de couverture de la complémentaire dans la fonction publique, c'est 98% des agents ont une complémentaire santé. Sauf qu'avant, ils la prenaient où ils voulaient, pas forcément dans l'opérateur ministériel. Donc, quand vous avez un opérateur, même comme le vôtre, qui est la fusion d'Harmonie, MCDF, etc., Clésia et compagnie, mais s'il couvrait avant que 15% de la population, il a du mal à évaluer le risque. Alors, soit il dit je vais quand même faire un truc, un barème moyen, soit il dit je mets tout au taquet, ce que nous avait dit le DRH quand nous l'avions rencontré avec Valérie. Il dit je mets tout au taquet, et puis finalement, s'ils sont moins malades, l'année prochaine je baisserai. Bien sûr. Voilà. Et il ne prend pas de risque. Comme il n'arrive pas à évaluer le risque, il met les couvertures les plus chères possibles en se disant si j'ai un gros taux de maladie, etc., peu importe de quoi, je serai couvert parce que j'aurai fait des cotisations très chères. Là aussi, on est loin de l'accord. Donc ça veut dire qu'à l'éducation nationale, on n'a même pas signé l'accord. À l'écologie, on a retiré la signature. À la défense, on a retiré la signature. Bon, à la police, ils ont l'air satisfaits, donc on ne bougera pas, je pense. Et à la pénitentiaire, au ministère de la Justice, ils sont aussi totalement défavorables, puisque là, c'est Interial qui a été choisi au détriment de la mutuelle historique, la mutuelle de la justice. Et Interial, vous le savez, c'est la branche publique de AXA. Donc finalement, il ne reste pas grand monde dans le système mutualiste. Donc nous, on s'interroge, on verra ça avant la fin de l'année, parce qu'on attendait le résultat de la police, de savoir si on va maintenir notre signature de l'accord interministériel. Voilà. Je rappelle qu'on n'a pas signé l'accord prévoyance dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que l'accord prévoyance ne permettait pas de mettre les mêmes droits, garanties et obligations aux 3 versants de la fonction publique, mais seulement à l'État. En tout cas, ça veut dire à un moment donné que si nous, on ne répond pas à l'aspiration des salariés, ils vont aller ailleurs. Donc le 18, on n'a pas d'autre choix que réussir. Bon, il y a toutes les organisations syndicales qui appellent. On verra quels sont les moyens que chacun met, etc. Mais on doit réussir le 18 pour passer un message clair à ce nouveau gouvernement. Et on sait que ça ne suffira pas. Alors oui, on sait également que c'est compliqué de mobiliser. Il y a toujours un bon argument. Alors soit on n'est pas tous en intersyndical, soit quand on l'est, ce n'est pas pour la bonne raison, et soit évidemment il y a les difficultés financières. Camarades, c'est à nous de faire de la pédagogie. Faire 5 jours de grève consécutifs, une semaine, vous imaginez une semaine où on ne peut pas amener ses enfants à l'école, où on ne peut pas prendre l'avion, où on ne peut pas prendre le train, et je ne sais quoi encore, on ne peut pas accéder aux services publics.
Certes, c'est 5 jours de grève, mais c'est un investissement. C'est comme ça derrière qu'on les fera reculer. C'est comme ça qu'on les obligera à une autre politique, qu'on les obligera à augmenter les salaires. Faire une journée ou faire 5 jours sur 5 mois, mes camarades, on ne gagnera rien. On le sait tous. Alors, bien sûr que c'est difficile, mais à nous d'expliquer. Parce que si on continue à faire des journées saute-mouton, 1, on ne gagnera rien, et 2, on va décourager les salariés. Et ils finiront par plus rien faire du tout. Et on aura l'argument qu'on entend souvent, c'est pas grave, je me vengerai dans les urnes. Pour arriver à quel résultat peut-être? Certainement pire. Donc mes camarades, on a une obligation d'abord de réussir le 18, et après il faut qu'on multiplie nos AG, nos heures mensuelles d'information, pour essayer d'expliquer qu'à un moment donné, si le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale de 2026 n'est pas satisfaisant, il va falloir arriver à se mobiliser, à bloquer les services, et ce, dans la durée. Et il faut expliquer à nos camarades que même une semaine, sans que rien ne se passe dans ce pays, ce n'est pas tenable économiquement. Donc c'est à nous d'expliquer ça et de convaincre, et là peut-être qu'on arrivera à gagner enfin et à les faire reculer. Bon, d'ici là, vive la Fédération FO Défense, vive la FGF et vive la Confédération.